toujours des liens avec sa famille qui est établie en Bretagne principalement. Et puis le fait d'avoir quitté son emploi, il a perçu une somme d'argent importante avec un patrimoine immobilier assez conséquent, de sorte qu'il est à l'abri du besoin et il va jouir de la vie avec des compagnes, avec des restaurants, des loisirs. C'est quelqu'un qui est tout à fait épanoui. Et peu à peu, Nora, à contrario, elle est en train de perdre pied. Quand je parlais tout à l'heure de paradoxe, c'est deux vies qui vont se prendre deux séparer chemins totalement. différents, exactement. Et effectivement. Alors ça c'est pour le couple. Et puis après, il y a un autre couple dans cette histoire. C'est le couple corse. C'est les amis de Nora. C'est Magali et Jean-Louis. C'est quoi les rapports entre Nora, Magali, Jean-Louis? Leur lien, c'est quoi? Nora, Magali sont des amies. Elles se sont rencontrées via une tierce personne, une amie qui réside également en Sarthe. Et puis petit à petit, elles vont se rapprocher. Et Nora avait pris l'habitude de se confier énormément à Magali. On dira que c'était une sorte d'éponge. Elle écoutait des heures durant. Elles avaient des conversations téléphoniques de 3, 4, 5, 6, 7 heures parfois au téléphone. Nombreux échanges de SMS, Messenger, etc. Et elle va, Nora, finalement, faire de Magali espèce de réceptacle de toute cette animosité qu'elle a envers Frédéric. Et finalement, Nora, elle va faire de Magali son bras armé en quelque sorte. Elle va servir d'elle pour fomenter ce qu'on découvrira plus tard, c'est-à-dire l'assassinat de Frédéric. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Magali, au fond, a voulu rendre service à Nora en se disant « je vais la libérer ». C'est un peu l'idée. C'est qu'elle dira, notamment dans des messages, qu'elle va prêter un peu de la bienveillance de Jean-Louis. Jean-Louis Corse, qui elle le qualifie un peu de son ange gardien. Elle lui dit « je vais te prêter un peu de la bienveillance de mon ange gardien pour mettre fin aux agissements de Frédéric, puisque vous avez Nora qui décrit Frédéric comme une espèce de tyran domestique qui veut tout lui prendre, l'argent, les filles, etc. » Et Magali, elle va petit à petit croire cette version. Et avec ce couple très fusionnel qu'elle forme avec Jean-Louis, eh bien, tous les deux vont petit à petit organiser cette idée de venir au Mans, en Sarthe, pour éliminer Frédéric, qui est un poids, entre guillemets, surtout dans cette procédure de divorce en cours devant le tribunal judiciaire du Mans. Alors, lorsqu'ils sont démasqués, Magali et Jean-Louis, on le disait dans le reportage tout à l'heure, Magali va se suicider. Oui. Est-ce que vous pensez qu'elle se suicide au fond parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a été manipulée dans cette histoire ? Il y a eu pas mal de versions. Alors c'est vrai que les parties civiles ont été effondrées à l'idée, lorsqu'on leur apprend qu'il y a eu suicide. C'est vrai, on l'a dit dans le reportage, elle est remise en liberté, elle est placée sous bracelet, à l'époque sous ARS, parce que ses conditions de santé font que la détention elle est plus possible. Elle a quand même passé plusieurs années en détention provisoire. Et à quelques encablures du procès, elle est remise en liberté. Et malheureusement, le parquet d'Ajaccio diligente une enquête, on découvre le corps inanimé. Thèse du suicide, oui. La raison, on ne saura pas. Mon opinion, c'est peut-être le plus beau cadeau qu'elle ait pu faire à Jean-Louis, d'emporter avec elle peut-être une culpabilité. En tout cas, la défense, évidemment, s'est empressée de voir dans ce geste un aveu de culpabilité. Moi, j'y vois un cadeau fait à Jean-Louis en emportant peut-être la vérité dans la tombe. Un dernier cadeau d'amour, en fait. Exactement, pour ce couple très fusionnel. Alors, suite au suicide de Magali, 3 ans après les faits, le procès de Nora et Jean-Louis s'ouvre, puisqu'il ne reste plus qu'eux. Ce procès s'ouvre devant les assises de la Sarthe. Et lors des audiences, ses propres enfants vont décrire Nora comme une mère manipulatrice et jalouse. Les témoins défilent devant la cour. Personne n'épargne Nora, pas même ses propres enfants. Les filles, quand elles passent à la barre, dressent un portrait au vitriol de leur maman, en la traitant de grande comédienne, de menteuse, de manipulatrice, de personne invivable, qui passait son temps à pourrir la vie de leur père. Et que si leur père est mort, c'est entièrement de la faute de leur mère. À côté de Nora, Jean-Louis fait profil bas. Mais au 7e jour d'audience, l'homme de 45 ans demande à prendre la parole. Touché par les témoignages de la famille de Frédéric, il prétend vouloir leur offrir la vérité. Lui n'a rien fait, c'est Magali, sa copine, qui est montée toute seule chez Frédéric et qui a ouvert le feu. Lui l'a déposé au pied de l'immeuble, a fait le tour du pâté de maison parce qu'il ne trouvait pas de place, il est revenu, il a fumé 2-3 cigarettes, elle est redescendue, elle est remontée dans la voiture, ils sont partis. On pouvait s'attendre à ce genre de version puisque Magali est décédée quelques
quelques jours avant le procès. Il est tout seul, il peut raconter ce qu'il veut puisqu'il n'y a aucun indice qui atteste de sa présence dans l'appartement de Frédéric. Finalement, il n'y a rien qui permet de dire que lui était présent ce jour-là au domicile. Cette énième version de Jean-Louis ne convainc pas les jurés. Le vendredi 8 février 2019, après 2 semaines de procès, le Corse écope de 15 ans de prison. Nora, quant à elle, est condamnée à 20 ans. Les 2 accusés ont seulement été reconnus coupables de complicité. Ce qui est le plus difficile, c'est, pour moi, dans ce procès, c'est de savoir qu'il a souffert. Et ça, je ne savais pas. Qu'il s'est vu mourir, et ça, c'est difficile. Et en fait, la peine, elle n'est pas à la hauteur de ce qui s'est passé. Voilà, à l'issue de ce premier procès, Jean-Louis a écopé donc de 15 ans de prison et Nora de 20 ans pour complicité. Le parquet a fait appel de la décision et en décembre 2020, Nora et Jean-Louis écopent de 20 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Frédéric. Une demande de pourvoi en cassation a été déposée par les avocats de Nora. Maître Proust, vous êtes l'avocat de la sœur et du frère de Frédéric. D'abord, sur ce verdict, il vous paraît comment ? Alors, le verdict de la cour d'assises de la Sarthe n'a pas satisfait les parties civiles que je représentais. En revanche, la cour d'assises d'appel donc du Maine-et-Loire l'année dernière n'a pas cru à la version de Jean-Louis. Il a donc écopé cette fois-ci de 20 années, donc la même peine que Nora, qui a de nouveau été condamnée à 20 années. En revanche, il a été reconnu coupable du crime d'assassinat. Et ça, au-delà de la peine, pour les parties civiles, c'était absolument fondamental de se dire que dans le box des accusés, il y avait bien le coupable, la personne qui a assassiné Frédéric Guittard. Mais sa version à lui, c'est quoi, au fond? Cette version qui n'est pas crue par vos clients, c'est quoi? Sa version, c'est de dire qu'il a accompagné, mais qu'en gros, il n'a absolument rien fait. Voilà. Et ça, vos clients n'y croient pas du tout? On n'y croit pas, a fortiori quand on sait l'état de santé de la défunte, qui à l'époque était atteinte d'un trouble qui a justement permis sa remise en liberté et ce fameux bracelet électronique. On a du mal à croire qu'elle soit montée dans cet appartement, qu'elle ait sorti une arme, qu'elle ait tiré 3 coups de feu sur une personne qu'elle connaissait de manière un peu indirecte. C'est une version qui est difficile à croire, a fortiori quand de l'autre côté vous avez Jean-Louis, un féru d'armes, qui parle dans des SMS de la nécessité de lui coller une balle, etc., etc. Donc effectivement, la version de Jean-Louis était peu convaincante. Mais au fond, Magali et Jean-Louis, s'ils ont fait ça, c'est pourquoi? C'est juste pour rendre service? Alors on a cherché parce que ça paraît étonnant quand même d'aller tuer un homme, oui, juste pour rendre service. Oui. Ce serait ça. Est-ce qu'il y a des considérations financières derrière, des éléments financiers? En tout cas, il y a eu... Parce qu'il y a une histoire d'héritage. Enfin, il y a l'héritage. Donc, est-ce qu'elle avait promis... Oui, pour Nora, mais est-ce que Nora avait promis une partie de l'héritage, par exemple? Le magistrat, enfin, les magistrats instructeurs étaient allés jusqu'en Corse, notamment, puisque vous avez la Corse derrière en toile de fond, à savoir, est-ce que sur les comptes... Alors, Jean-Louis n'avait pas de compte bancaire, donc vous me direz, c'est pratique. Pour les comptes de Madame, on n'a rien trouvé de particulier. Pourtant, la cour d'assises d'appel s'y était penché encore une fois assez longuement. Probablement un mobile financier, mais pas d'éléments tangibles en tout cas pour prouver qu'il y avait peut-être une promesse. Il devait ouvrir un restaurant, Jean-Louis et Magali. Peut-être que Nora... Ça, c'est des suppositions en fait. Alors le restaurant, oui, la promesse d'une enveloppe, on peut supposer en tout cas. Mais donc ils auraient juste voulu aider leur ami. Voilà, c'est l'amitié corse a priori. Ça paraît surprenant quand même. C'est totalement surprenant. C'est un dossier finalement où on se demande quel était le véritable mobile. Et on ne sait toujours pas. Finalement. Et on ne sait toujours pas. Et on le sera peut-être en cassation, même pas? Je ne pense pas qu'il y ait de motif de cassation, mais bon, on verra ce que nous dit la Haute Cour dans quelques semaines. Merci beaucoup, Maître Proust. Merci d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat et l'avocat de la sœur et du frère de Frédéric. On fait une pause, on se retrouve dans un instant en direct pour notre droit de suite. À tout de suite.